Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast spécial Roland Garros. Alors je suis désolée, hier je n'ai pas su vous poster un podcast quotidien, simplement parce que Alexander Blok a eu terminé de jouer assez tard, il est venu en presse à 21h et c'était juste trop tard pour prendre toutes les interviews, les monter, les mettre dans une petite émission parce que ça prend du temps de faire tout ça. Mais pour me faire pardonner, je vous ai amené celui que vous attendez tous depuis des semaines et qui se cache à Paris. Je l'ai trouvé à Paris, derrière la Tour Eiffel. Philippe Dehaze est avec moi. Salut Philippe. Salut Christelle. Ça va, dis? Bien. On a chaud, hein? On a chaud, c'est la course, c'est le stress, il y a du monde. On est là, le temps passe. Et on ne se croise pas. Si on se croise, on mais se croise un peu. Sauf par les tennis, oui. quoi. Mais on se croise sur les matchs quand même, parce que je te vois, tu suis tous les matchs, tu suis tous les Belges, donc tu as plein de choses à raconter. Le tournoi a commencé, il y a déjà plein de choses à dire, donc il fait super chaud. Oui, ça c'est clair. Et ça change tout au niveau des conditions dans lesquelles on joue. Oui, évidemment. Je pense notamment par exemple à Giovanni Mpetshi Perricard qui a joué contre Djoko, et je suis presque sûr à 200% que la night session a été demandée. Oui, automatiquement, parce qu'on sait très bien qu'avec la chaleur, le jeu s'accélère, la balle gicle plus, etc. Et donc ça donne de l'avantage aux attaquants, et je pense à Collignon qui va jouer Shelton au deuxième tour. Oui, parce que on va en parler tout de suite, mais Raph vient de s'imposer. Oui. C'est pour ça qu'on est un peu tous les deux en sueur. On s'est rejoints juste après le match de Raphaël Collignon contre Vukic. Il s'est fait peur dans le troisième set. Il a eu 2-3 balles de set contre lui. Il a sauvé avec des aces, donc super, très convaincant. Et maintenant, tu le disais, donc il va jouer Ben Shelton, qui est quand même 5e mondial, mais sur cette surface. On allait dire c'était mieux, mais comme il fait chaud, c'est pas si mieux que ça. Oui, c'est exact. Non, mais c'est tout à fait ça. On s'est dit, ok, Shelton 5 mondial, oui, mais sur terre battue, quand même, Raphaël meilleur que Shelton sur terre battue. Mais comme tu viens de le dire, des conditions qui sont quand même extraordinaires en termes de chaleur. Enfin, il fait chaud partout, mais ça a une vraie influence sur le jeu. Et donc Shelton qui a le baromètre de son jeu, c'est son jeu de service évidemment. Enfin, c'est ses qualités de serveur. Et donc avec cette chaleur, ça va lui donner un avantage en plus. Ça reste quand même un match pour moi qui est hyper intéressant pour Raphaël, parce que du fond il est bien meilleur, il est bien plus solide. Mais on sait que le service est un coup absolument essentiel au tennis. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et est-ce que la terre battue américaine est plus proche de celle-ci, qui est quand elle est plus rapide, parce qu'il fait chaud, ou rien à voir? Non, rien à voir. D'ailleurs, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas la même densité. Elle est un peu plus lente, elle est un peu plus compacte. Oui, donc c'est une terre qui est différente. Mais je pense que Shelton, il a dû jouer son premier tournoi sur terre quand il est arrivé sur le circuit professionnel. Les Américains ne jouent absolument pas du tout sur terre. Mais ça n'empêche qu'ils ont des joueurs exceptionnels qui sont capables de... Parce que aujourd'hui, quand même, les surfaces, elles se sont harmonisées. Elles sont beaucoup plus lentes. Alors, il y a la spécificité de la terre avec les glissades, on le sait, et bien sûr le rebond qui est un tout petit peu plus haut, mais ça reste lent. Et les durs aujourd'hui sont aussi assez lents. Donc tous les joueurs maintenant sont quand même capables de construire le point, d'être beaucoup plus patients, d'être beaucoup plus solides. Et donc toute l'année finalement, à part Wimbledon évidemment sur gazon, les surfaces sont quand même relativement identiques. Je ne dis pas que la terre est la même chose que le dur, c'est pas ça que je dis, mais en termes de vitesse, on n'est plus à une différence vraiment significative, quoi. Alors on sait que la grosse spécificité de la terre, c'est les glissades. Il faut être bon dans les déplacements. Shelton n'est peut-être pas le meilleur à ce jeu-là. Est-ce que tactiquement, ça va être ça qu'il va falloir essayer d'aller chercher, c'est de le faire des gros déplacements? Non, parce qu'on ne peut pas perdre ou gagner un match en faisant glisser l'autre. Ça ne peut pas se réduire à ça, malheureusement. Et en plus, il est très physique, c'est un sacré athlète. Mais Raph aussi, on l'avait dit tout à l'heure. Oui, on l'a dit tout à l'heure dans le match. Oui. Athlétiquement, ils sont tous les deux très très bons. Non, je ne pense pas que ça va jouer sur la qualité du retour évidemment de Raphaël, bien sûr. Mais avant tout, sa qualité de service. Et Raphaël sert très 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 bien. On l'a vu aujourd'hui. Tu parlais des 3 balles de 7 sauvées, mais on l'a vu servir très bien pendant tout le match. Donc l'objectif numéro 1, c'est pas de se faire breaker, avant tout.
Et puis ensuite, profiter des qualités de retourneur de Raphaël pour essayer de faire la différence et dans le pire des cas, faire la différence dans le tie-break. Ouais. Mais Raphaël aussi, avec la chaleur, est avantagé. Parce que ça va alors il sert un peu moins fort, c'est un peu moins efficace, mais ça reste très efficace quand même. Ouais. Donc j'ai le sentiment que ce match est assez ouvert quand même. Ouais, ce serait fabuleux s'il pouvait. Alors on espère qu'il va être programmé sur un grand cours, évidemment, mais j'entendais son papa qui me disait juste ici, à la fin du match, Frédéric Collignon, qui me disait j'aurais voulu qu'il soit un peu plus offensif sur ce match-ci, mais voilà, bon, c'est déjà bien. Alors, je comprends ce qu'il dit et j'ai vu Steve hier aussi, on discutait un tout petit peu, parce qu'il s'entraînait avec Moïse Kwame. Alors, je ne m'occupe plus de Moïse Kwame, mais ça m'a amusé de voir un peu l'entraînement. Et je parlais avec Steve en allant au terrain. Et Steve, il disait que c'était évidemment son objectif numéro 1. On sait que Raphaël est un défenseur, c'est un contreur. Un Zverev bis. Oui, espérons qu'il ait la même carrière. Mais on sait qu'aujourd'hui, le tennis moderne, il faut aller chercher les points, il faut être audacieux, il faut oser, il faut avancer pour faire la différence. On voit les meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas des joueurs qui restent dans le fond. Même on voit Novak Djokovic, comme il a fait évoluer son jeu. Donc Raphaël Collignon doit jouer vers l'avant, mais c'est contre nature. Donc c'est la difficulté, c'est qu'il faut être patient, lui donner du temps bien sûr, mais aussi être assez strict et sévère et ne pas accepter le fait de le laisser gagner en étant toujours que derrière, quoi. Mais comment, petite question peut-être stupide, mais comment tu fais pour aller de l'avant quand déjà le mec qui sert, quand tu vois Shelton quand il sert, tu dois être à 4 mètres de ta ligne de fond pour espérer retourner. Tu peux pas toujours le faire et tu peux même, au plus le niveau monte, rarement le faire, mais tu peux garder les intentions de le faire. Parce que si tu gardes les intentions de jouer vers l'avant, ta vigilance est plus importante, ton niveau d'attention monte, ta position dans le terrain est un tout petit peu plus proche de la ligne parce que ton intention est de monter. Même si tu ne montes pas, tu as le caractère offensif qui prend le dessus. Là où si tu décides de contrer, d'attendre l'erreur, d'être un peu moins audacieux, alors tu recules de 2 mètres, 2 mètres 50. Et c'est un choix qui peut être OK, mais à ce niveau-là, si tu décides d'attendre, c'est pas dans tes mains. Alors, mais pour retourner Shelton, t'es pas obligé de te mettre là ? Non, si oui, non, par rapport au retour de Shelton, mais je parle dans le jeu en général, tu vois. Oui, ici bien sûr sur le retour, il va devoir un peu sentir le truc, un peu loin, un peu plus près, il va trouver la zone. Mais c'est dans le jeu que je parle, tu vois. Donc, et c'est ce que disait Steve, c'est que dans le jeu, il faut qu'il soit plus offensif. S'il veut monter et aller plus haut. Donc, mais c'est un processus qui prend du temps. Oui, ça il le dit beaucoup, il le dit très souvent, Steve, effectivement, qu'il essaye de le faire aller vers l'avant. Je te propose d'écouter, Phil, la réaction de Raphaël Collignon après ce match. Je pense que dans le troisième, il y a eu un peu une petite décompression, parce que voilà, j'ai pas non plus trop l'habitude de jouer au meilleur des 3 sets gagnants, donc quand tu gagnes les 2 premiers sets, tu te dis, voilà, t'es quand même bien avancé, et puis voilà, tu te dis que tu y es presque. Alors que il y a encore beaucoup à aller chercher, donc j'ai peut-être eu une petite décompression dans le début du troisième, et ça m'a vraiment aidé d'avoir le public derrière moi pour essayer de recoller à chaque fois directement. Quand j'ai dû sauver des balles de set aussi fin du troisième, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir autant de monde pour moi qui me poussait sur chaque point, donc évidemment que ça aide quand tu as autant de monde pour toi. On entendait Steve dire sur le banc allez, va vers l'avant, rentre dans le terrain, comme il te dit depuis 6 mois. Est-ce que tu as l'impression que est-ce que tu as l'impression maintenant que tu as réussi à le faire un petit peu mieux sur ce match, et contre Shelton, il va falloir le faire clairement? Sur ce match, non, pas assez. Par moment, oui, mais pas assez. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. Voilà, je suis quelqu'un qui bouge très bien du fond, qui réussit à mettre beaucoup de balles dans le terrain, mais c'est sûr que de venir chercher la balle et vraiment d'essayer de saisir mon opportunité et de monter à la volée, c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais voilà, c'est sûr que si je veux battre Shelton ou l'inquiéter, il va falloir aller un peu plus et aller parfois un peu contre nature, surtout au meilleur des 5-7, il faut essayer d'aller un petit peu à la volée pour écourter les points. Mais c'est sûr que j'ai déjà fait pas mal de progrès à ce niveau-là, et j'espère pouvoir l'exécuter à la perfection jeudi ou mercredi, je ne sais pas encore quand on joue. Et le fait que tu n'aies rien à perdre ne va pas t'aider ? Si, je pense que de toute façon, à chaque fois que j'ai rien à perdre, je l'ai déjà prouvé par le passé, j'ai réussi à battre des très très bons joueurs, des top 10, des top 15, des top 20. Donc c'est sûr que je vais jouer libéré parce que j'ai rien à perdre. Après, je pense que ça dépend du cours sur lequel je vais jouer, mais évidemment, il y aura un petit peu de stress au début, surtout jouer contre un joueur comme ça, mais je pense que voilà, comme tu l'as dit, j'ai rien à perdre et il va falloir essayer de
de jouer ma chance à fond et on verra un peu comment ça va aller. Alors on a aussi suivi hier sur le cours numéro 8, je pense que c'était d'ailleurs, petite parenthèse, les Belges ne sont pas vernis au niveau des cours. Il y a beaucoup que des petits terrains, ils les mettent. Voilà, dimanche, tous les Belges sont en France et ils sont toujours pas. Enfin voilà, on a joué sur le 8 pour Alexander Blok, il n'y avait plus de place. C'est quand même dommage quand tu vois le 14 qui était presque vide, Simone Mathieu, tu mets un Alex Blok là, je pense qu'il est rempli. Oui, c'est sûr. Hier, on était terriblement frustrés sur le match de Zizou Berks aussi, sur le match. Ouais, je sais pas très bien ce qui se passe avec la programmation. C'est un peu dommage pour les Belges. Donc tu as vu Alexander Blok hier, je l'ai trouvé vraiment très solide contre Coleman Wong. Premier grand chelem quand même, premier Roland Garros. Première victoire en grand chelem. Il est 36 au monde, il n'avait jamais gagné un match en grand chelem. C'est quand même vraiment drôle. Et il a traversé ça, j'ai l'impression que ça faisait la 10e année. Oui, il n'est pas fait comme les autres, Alexander Blok. Moi, je pense que je t'avais dit ça, Christelle, mais quand je m'occupais de Kriet Minen, je le voyais s'entraîner tous les jours à Tennis Vlaanderen. Et je voyais au quotidien le sérieux, la rigueur, la discipline qu'il mettait dans ses entraînements. Et bien sûr, sa qualité de frappe, ses qualités physiques. Et donc, très vite, tu te dis, waouh, c'est quand même différent. Et il le confirme. Moi, je pense, alors peut-être je m'enflamme un peu, mais que ce sera probablement le meilleur joueur qu'on a jamais eu. Ah oui. Alexander Blok, ouais. Dépassé David, 7e place mondiale. Alors la barre est très haut et merci David d'avoir tapé la barre super haute. Ouais. Alors est-ce qu'il sera 7 tu vois, c'est aussi un débat. Est-ce que l'objectif c'est d'être 6 ou l'objectif c'est de gagner des titres, tu vois. Ouais, après, si tu gagnes des titres, tu vas monter de classement, on s'entend bien. Ouais. Mais ma foi, je pense que le classement n'est pas un objectif, c'est de gagner des tournois. Et c'est sûr qu'Alexander Blok, par rapport à cet état d'esprit, et je suis 100% d'accord avec toi, il a montré, malgré son jeune âge, une maturité, une assurance. Premier jeu, moi ça m'a frappé, il rentre dans le match, le premier jeu du match, tu vois, tu le sens quand un joueur est un tout petit peu tendu, tu vois, il est un peu sur la retenue. Il fait un jeu exceptionnel pour commencer le match, je dis waouh. Impressionnant quoi. Et Alexander Blok aussi, j'ai pu recueillir sa réaction et après son match très solide contre Coleman Young, on l'écoute. C'était, je pense, un bon match de mon côté. Je savais que Coleman, il est un très bon joueur. On a joué 2 fois avant le match ici. Une fois, il a gagné facilement. La dernière fois, j'ai gagné, mais c'était très dur, très difficile. Il y a 2 mois, je pense, à Cap Cana. J'ai senti aussi que j'ai fait des très belles semaines sur la terre. Et lui, je pense que oui, il n'a pas beaucoup joué sur terre cette année. Donc là, j'ai eu quand même un peu d'avantage. Je me sentis très bien depuis le début de match jusqu'à la fin. Je trouve que mon service a devenu mieux en mieux pendant le match. Donc ça, c'est aussi bien à voir. Oui. En plus, quand tu sais à quel point Alexander, ça lui a fait du bien, le public, parce qu'on lui a posé la question, c'était la première fois, donc évidemment, on lui a demandé ce que ça lui faisait d'avoir joué devant le public belge. Écoutez sa réponse. Ça me donne beaucoup de motivation de savoir qu'il y a beaucoup de supporters derrière moi. Je ne pensais pas qu'il était beaucoup de Belges comme ça, comme aujourd'hui, donc c'était très, très chouette. Oui. Et le prochain match d'Alexander Blok, ce sera Alex de Minaur, joueur du top 10 mondial. Et il dispute son 10e Roland Garros, l'Australien, où il avait atteint les quarts de finale en 2024. Donc ce sera un vrai gros challenge pour Alexander Blok. Et pourquoi pas sur un grand court, ce serait super de le voir évoluer sur un grand court face à un top 10 mondial. On verra ça, ce sera dans la programmation probablement de ce mardi. Et hier, donc j'étais avec Christine Anquet pour faire l'interview d'Alexander Blok et elle lui a demandé est-ce qu'il aimait bien ce nouveau statut, le fait de faire des grands tournois, de jouer contre des grands joueurs. Et il disait que oui, il adorait ça, évidemment. C'était des joueurs qu'il avait vus depuis qu'il était petit à la télé, qu'il aimait bien être sur les plus grands cours du monde, mais qu'il n'aimait pas spécialement cette notoriété qui était en train de lui tomber dessus. C'est pas quelqu'un, il me dit, je suis discret, j'aime pas avoir la lumière sur moi. Et voilà, c'est marrant. On n'y pense pas vraiment, mais il faut se mettre à leur place. C'est un changement de vie aussi pour lui. Non, mais je trouve qu'il y a un point commun quand même chez les grands champions. Alors, Alexander Blok, c'est pas encore un grand champion, mais c'est l'humilité, quoi. Et il a une humilité, je trouve, qui est la marque des très très grands.
c'est un amoureux du jeu, c'est un travailleur, il veut gagner des matchs et il ne veut pas faire la une des journaux. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, mais si on prend le contre-exemple, c'est Zizou Bergs. Tu vois, alors c'est un autre style qui est aussi un de nos meilleurs joueurs qui est là. Moi, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais on en parlait tout à l'heure. Il aime bien le fast, le côté un peu champagne du truc. On vient le chercher, hein. Je veux dire, l'ATP vient le chercher. Oui, bien sûr. Il joue en double avec Sinner. Oui, exactement. Il a ce côté, et on a besoin de ça en Belgique aussi parce que ça met de la lumière sur le tennis, etc. Donc moi, j'aime beaucoup le côté paillette de Zizou Bergs. Mais on va regarder ce qui s'est passé pour Zizou Bergs ici à Roland. On s'est dit, bon. Est-ce que tu étais suffisamment prêt? Est-ce que tu étais suffisamment concentré? Est-ce que tu étais suffisamment posé? Est-ce que tu perds pas quand même beaucoup d'énergie en faisant, tu vois, toutes ces activités, Et peut-être que tu te dissipes un tout petit peu. Et donc si tu te dissipes et que tu mets beaucoup d'énergie dans beaucoup d'autres choses que ton tennis, il faut assumer les conséquences de ne pas être disponible à 100% pour ton tennis. C'est juste des suppositions, c'est juste des questions. Mais Alexander Blok, on ne va pas être dans ce truc-là. Non. Alors il y a peut-être un peu moins de charisme, mais au niveau sportif, c'est fabuleux, quoi. Oui, je rappelle donc pour ceux qui n'ont pas suivi hier que Zizou Bergs a perdu 6-4, 6-4, 6-3 face à Thomas Marach. Moi, ce qui m'a plus inquiété en voyant le match de Zizou, parce qu'il a bien joué un premier set, deuxième il est devant pendant tout le set et puis finalement il se passe je sais pas quoi, tout d'un coup il perd, il se fait breaker et puis il perd le deuxième set 6-4, mais dans le troisième je trouve que à 3-2 je le vois tourner, il vient près de son clan. J'ai pas l'impression d'avoir vu le Zizou d'il y a 2 ou 3 ans sur le court numéro 10 qui appelait la foule à l'encourager et tout, je sais pas, je le trouve moins souriant, je le trouve moins, alors je dois me dire c'est peut-être une phase par laquelle il passe. Est-ce que tu penses que le fait que Alex soit passé devant lui, soit devenu numéro 1 belge, le fait que Raph ait bien performé en Coupe Davis la dernière fois en Australie, est-ce que tout ça je ne me suis pas posé la question. Un tout petit peu jouer bon, ça allait loin, mais c'est parce que évidemment moi, je l'aime bien Zizou et on se pose un petit peu des questions et... J'avais pas réfléchi au fait qu'il soit peut-être un peu touché au niveau de l'orgueil, tu penses, et qu'ils se disent tiens, c'est plus moi le number one. Il a dit non, on lui a posé la question. Mais il va jamais dire oui non plus. On se tire tous vers le haut. Bien c'est sûr. Une dynamique méga positive, mais inconsciemment, peut-être que ça peut un petit peu jouer. C'est une bonne question. C'est peut-être un tas de choses comme ça, mais finalement, j'aurais envie de lui dire, on s'en fout, quoi. Vaut mieux être le numéro 2 belge et d'être 35 au monde, bien sûr, que le numéro 1 belge et d'être 50. Ouais. Mais je crois qu'ils s'en fout du classement. Je crois qu'il est vraiment... il passe par une phase où il se cherche un peu. Il me disait aussi qu'il se cherchait, qu'il ne savait pas exactement vers quoi il devait aller, vers quoi il allait. Et bon, voilà, il ne faut pas tout de suite tirer des plans sur la comète. Mais c'est vrai qu'on le voit un peu moins bien depuis le début de l'année, depuis cette Coupe Davis, où il a pris cher contre Koboli, là, ces fameuses balles de match manquées, ce match épique. J'ai l'impression que depuis là... voilà, peut-être qu'il a pris un coup sur la tête, je sais pas. On est à la moitié de la saison, on sera vite fixé. Ouais. Et quand on regarde un petit peu les stats du match de Zizou, il a fait 42 fautes directes, 6 points gagnés au filet seulement sur 13, 58% de première balle. Il s'est procuré 8 balles de break, mais il n'en a converti que 2. Et Zizou est apparu bien défait en conférence de presse. On va écouter sa réaction juste après la rencontre de ce dimanche. Déjà, le premier set, je trouve que c'est un peu dommage que j'arrive pas à mettre... l'intensité à 100% parce qu'il fait chaud et il faut pas donner tout au début, un peu là trop avec mon mind. Et puis je mène deuxième set et je lâche un peu cette momentum, donc ça fait un peu mal et puis c'est un peu frustrant, mais après on réessaye en troisième set, tu sais ce que tu peux faire, donc il faut continuer à chercher. Et c'était un peu le même cas, donc qu'est-ce que tu sens? Que c'est un peu frustrant que d'un certain niveau, tu n'arrives pas à les jouer aujourd'hui, donc puis de nouveau, c'est comme ça, quoi. On a l'habitude de te voir avec un fighting spirit très grand. Ici, peut-être dans le troisième set, tu as senti que tu lâchais un petit peu. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu étais un peu moins bien? Ouais, c'est vraiment pas le cas. C'est moi qui me cherche un peu comment je fonctionne. Et j'ai appris que parfois quand tu veux trop, ça marche pas du tout. Donc je cherche un peu l'équilibre entre dire vas-y, je vais juste essayer de faire mon truc et pas vouloir trop parce que
Ouais, quand tu veux trop, tu vas dans le slow thinking et ça fonctionne pas. Et voilà, même là, je dois me chercher encore pour calibrer un peu, mais c'est certainement pas que je lâche pas du tout. Et alors, dernière chose, avant de te laisser filer, parce que Phil est un homme tellement occupé qu'il a 12 rendez-vous qui suivent derrière moi. C'est pire que Ben Shelton à l'interview en salle de presse. Donc, les filles, Elise Mertens, ce matin. Cadeau au niveau du tirage, on va pas se mentir. Tatiana Maria, magnifique, super fille, mais bon, voilà, elle a 40 ans. Mais son tennis, c'est, on dirait un petit peu Ito qui a battu Elin Van Drome au niveau du coup droit slicé. Oui, c'est un peu, oui. Slicé des deux côtés, très atypique. Alors, Elise, elle commence, elle est tendue parce que et Tatiana Maria, elle tend ses adversaires parce que il n'y a pas de rythme, les balles arrivent sans poids et on sait qu'Elise Mertens en coup droit c'est un peu fragile et quand la balle arrive sans poids où elle peut pas s'appuyer, c'est compliqué. Donc premier set, elle galère un tout petit peu. Finalement, bon, elle fait la différence et dans le deuxième, le match est fini. Donc, c'était un bon tirage quand même pour Elise Mertens. C'est pas facile, mais bon, voilà, elle est au deuxième tour et elle fait preuve de régularité. Elise Mertens en Grand Chelem, souvent, elle est là. Quand même, elle est mentalement très très forte, très stable, beaucoup de maturité. Donc, elle a fait le travail. Oui, je suis très heureuse avec le match que j'ai joué aujourd'hui, spécialement le deuxième set. Oui, c'était une joueuse atypique. Elle jouait que les slices, suivait en filet, tout ça. Donc, oui, le premier set était un peu plus difficile. C'était vraiment adaptation. Le deuxième set, j'ai fait très bien. Je suivais en filet, tout ça. Donc, c'était un bon match. Elise, on sait en tant que joueur amateur à quel point c'est difficile de jouer contre quelqu'un qui ne met pas de rythme, à quel point c'est dur de faire le jeu. Est-ce que à ton niveau, ça peut encore arriver et que c'est peut-être ça qui explique ton premier set ou c'est pas possible? Si, je pense que c'est possible avec le jeu qu'elle joue. Elle est une joueuse atypique, tu joues quelqu'un comme ça quelquefois de l'année, c'est que elle. Mais oui, pour les premiers jeux, je dois vraiment, elle est adaptée un peu, penser un peu aussi, mais pas trop. Mais oui, je pense qu'après, j'ai trouvé mon rythme. Après le premier set, le deuxième, ok, je dois vraiment suivre au filet, jouer plus agressif, faire quelques drives volés. Le premier service était mieux aussi. Et dans les autres 2 premiers jours, il y a des choses qui t'ont un petit peu étonné. On a vu Svitolina qui est passée très près. Qui gagne 7-6 au troisième, contre Anna Bondar. Anna Bondar, qui est l'ancienne partenaire de double de Kriet Mignon, que je connais assez bien, qui joue très bien. Anna Bondar, c'est une fille qui a aussi eu beaucoup de difficultés émotionnellement de pouvoir s'en sortir dans les moments compliqués, mais qui est tennistiquement et physiquement très costaud. Donc de nouveau au niveau tennistique, c'est pas surprenant. Dommage pour Anna Bondar, ça lui aurait certainement fait du bien. Ouais, parce que Svitolina, elle fait quand même, elle vient. Ah oui, elle est là, bien sûr. Et elle est, et objectivement, elle est une prétendante au titre ici. Hein. Oui. Svitolina, elle peut gagner le tournoi, mais bien sûr. Svitolina, je l'ai mis dans mes favoris quand je l'ai vu s'entraîner. Donc et elle l'avait battue à Madrid d'ailleurs. Elle avait battu en 2 petits sets. Bien sûr. Donc elle venait en terre. Exactement. Et je pense que ce qui a joué dans ce match-là aussi aujourd'hui, tu vois, c'est qu'elle arrivait avec cette défaite en tête et se dit waouh, il va falloir que je fasse attention. Probablement un peu plus tendue. Elle en a eu peur, quoi, c'est sûr. Et alors, on a aussi la grosse surprise de hier, c'était l'élimination de Taylor Fritz chez les hommes. Et aujourd'hui, Stan Wawrinka, ça y est, c'est déjà fini. On espérait le voir 2-3 matchs de plus, mais non. Il a été éliminé par Jesper de Jong, qui avait pris la place d'Arthur Fils, forfait en dernière minute. Donc un lucky loser qui est au deuxième tour. Et grâce à cette victoire, plus de revers de Stan à Roland-Garros. Non. Ça va être dur, hein, ça? Ouais, c'est un super gars. En plus, moi j'étais à Genève la semaine dernière avec Giovanni Mpeci-Perica et Stan, c'est marrant parce qu'on a plus ou moins commencé notre carrière ensemble. Enfin, on n'a pas la même carrière, on va pas se mentir. Hein. Mais bref, je le côtoie et on est devenus assez proches. Et donc on a mangé ensemble, c'était sympa et il est tellement gentil, quoi, tellement humble. On n'a pas mangé, on a pris des cafés ensemble, pardon, je m'enflamme un peu. Mais il prend toujours le temps, il est chouette. Et moi, ça me rend vraiment triste de ne plus le voir, quoi. Parce que derrière son tennis fantastique, on parlait d'humilité, tu vois, de Alexander Blocks, des gars comme ça.
Et on avait vraiment une chouette discussion sur la nouvelle génération, justement. Parce que lui, il travaille encore aujourd'hui, il arrête sa carrière, mais il travaille comme s'il ne l'arrêtait pas. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Il ne le prend pas à la légère, quoi. Il dit, j'ai mis une date de fin, mais il travaille comme s'il n'y avait pas de fin. C'est magnifique. Oui. Parce que ça doit être chaud de faire ça quand on sait que c'était les derniers mois ici, quand on a interviewé David, quand il a fait ses adieux la semaine passée pendant les qualifs. Je me suis dit, mais comment il va trouver la motivation pour encore aller jouer jusqu'à fin de l'année, parce qu'il a dit qu'il arrêtait fin d'année, mais ça ne doit pas être évident de se remettre au boulot. Bien sûr. Donc si tu me dis que Stan le fait... Stan de Man, quoi. Stan de Man, exactement. Bon, écoute Phil, je vais te laisser filer. Je donnerai quelques infos à mes auditeurs une fois que tu seras parti. Merci d'avoir été là. Tu repars en Belgique et je ne te reverrai pas à Roland-Garros, puisque moi je repars le 1er ou peut-être ce week-end. On se croisera peut-être. Allez, peut-être on peut se refaire un petit podcast avant avant ton départ. Ça devient denrée rare. Hein. Ah non, mais je vais le dire, mais il m'a promis qu'il venait. Richard Gasquet, il m'a dit oui, Philippe, etc. Donc demain, Moïse Kouamé joue. Dès que le match est fini, je saute dessus et on essaie de faire un Richard mercredi. Écoute, allez, on se met ça comme objectif. Allez, mercredi, objectif Richard Gasquet. Okay. On fait ça ? Ça va. Je m'y engage. Ok ? Je m'y engage. Allez, le changement, c'est maintenant. Allez, gros bisous. Passe une bonne soirée, Phil. Et ciao. Ciao. Voilà, le temps de dire au revoir à Phil et je suis de retour pour vous partager les quelques informations que j'avais pointées pour ces 2 premiers jours du tournoi de Roland-Garros, donc dimanche et lundi. Belinda Bencic est passée, elle n'a eu besoin que d'1h30 pour valider son billet pour le 2e tour, 6-2, 6-3. Marta Kostiuk, vainqueur du dernier WTA 1000 de Madrid, a franchi le 1er tour sans problème. Elle a sorti Selekmeteva dans son discours d'après-match. Elle n'a pas pu retenir ses larmes, l'Ukrainienne. Elle a expliqué qu'un missile s'était abattu à 100 mètres du domicile de ses parents plus tôt dans la journée de dimanche. Ça fait maintenant 4 ans que cette guerre en Ukraine a commencé et on n'imagine pas l'enfer que vivent ces joueurs et joueuses ukrainiens. Alors dans ces 2 premiers tours, 3 anciennes vainqueurs en Grand Chelem ont également été éliminées. Emma Raducanu, sortie par Solana Sierra, Sofia Kenin par Peyton Stearns et Sloane Stephens par Sarah Bejlek. Des défaites chaque fois en 2-7. Donc voilà pour les surprises un petit peu de ces 2 premiers jours. Par contre, ça déroule du côté d'Iga Swiatek et d'Elena Rybakina. Elles n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Iga Swiatek, c'était contre Emerson Jones, l'Australienne, et Elena Rybakina, c'était contre Veronika Eriavec. 6-2, 6-2 pour son premier tour dans ce Roland-Garros. Chez les hommes, tout à l'heure on a parlé avec Phil de Stan Wawrinka, mais il y a eu une autre surprise dimanche, c'est l'élimination de Tyler Fritz. C'était le premier top 10 mondial à se faire sortir dès le premier tour. Il a chuté contre son compatriote Nishei Bazavaredi 7-6, 7-6, 6-7, 6-1 et Bazavaredi est le prochain adversaire d'Alex Michelsen. Alors Alex Michelsen, c'est le nouveau protégé de Christophe Vliegen, un véritable talent brut, ce Alex Michelsen. Christophe Vliegen qui est venu dans mon podcast il n'y a pas longtemps pour nous expliquer justement les coulisses de cette collaboration depuis le mois d'octobre. Un podcast vraiment super intéressant que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. On a vécu également dimanche un premier abandon, celui de Gabriel Diallo. Il souffre du dos, le Canadien. Il a jeté l'éponge face à l'Australien James Duckworth alors qu'il était mené 6-3, 4-1. Gabriel Diallo qu'on avait vu l'année passée à 's-Hertogenbosch remporter la finale face à Zizou Bergs. Malheureusement, il pourra certainement pas défendre son titre à moins qu'il ne soit remis d'ici là, mais ça a l'air d'être quand même une blessure qui dure depuis un petit moment. J'en ai discuté avec Carole Bouchard, journaliste qui s'occupe des joueurs de tennis canadiens, et c'est ce qu'elle avait l'air de me dire. Ça, c'était le premier forfait, et puis on a appris aussi le retrait de l'Américain Patrick Gibson. Il devait rencontrer Lucas Vanaché au premier tour. Il sera remplacé par le Lituanien Vilius Gobas. Dimanche, on a aussi vécu le premier match en 5-7 de la quinzaine et un gros suspense sur le court numéro 14. C'est Davidovich Fokina qui est venu au bout du suspense de Damir Dzumhur, le vétéran de 34 ans. Et puis il y en a eu un autre tout à l'heure, c'était un thriller entre Terence Atman et Thanasi Kokinakis. Alors étant donné que le match de Raphaël Collignon était juste à côté de celui de l'Australien et du Français, eh bien, je peux vous dire qu'on a entendu l'ambiance qui régnait sur
sur ce court. Terence Atman menait 5-2 dans la 5e manche et pour finir, il s'est fait rejoindre par Kokkinakis qui a été longtemps blessé, qui ne joue pratiquement plus et qui profite de son classement protégé pour venir ici à Roland-Garros. Je l'ai entendu en conférence de presse le jour du Media Day. C'était fort intéressant parce que c'est un joueur qui donne beaucoup aux médias, qui est toujours assez intéressant à écouter. Et il disait que voilà, c'était compliqué pour lui de venir sur cette terre battue qui est très exigeante alors qu'il n'avait plus joué de match depuis très longtemps. Et puis là, il nous sort un match en 3 heures sous la chaleur et il gagne contre Terence Atman avec un public complètement hostile. Donc c'était une des belles histoires de ce lundi. Alors Joao Fonseca, lui, a bien entamé son 2e Roland-Garros. Il a battu dimanche le Français sorti des qualifications, Luka Pavlovic. Il a été un petit peu bousculé dans le premier set, mais il a quand même été chercher la victoire en 3-7, 7-6, 6-4, 6-2. Joao Fonseca, très attendu déjà depuis un petit moment. C'est la révélation de la saison 2025. Il avait été révélé au grand public en 2024, mais il avait vraiment fait une très bonne saison en 2025. Et malheureusement, il a été touché au dos en début d'année lors de la tournée australienne. Il n'a pas pu s'aligner. Il a ensuite atteint les 8e de finale à Indian Wells, puis les quarts de finale à Monte-Carlo et à Munich sur terre battue. Donc il est bien monté là, crescendo depuis ce début de saison sur terre battue. Il n'a que 19 ans, mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'attentes sur lui parce que ça fait un petit moment qu'on se demande dans quelle mesure ce ne serait pas lui qui pourrait bousculer les deux autres, Sinner et Alcaraz. Pour l'instant, il n'a pas encore été capable de le montrer, mais voilà, il a le jeu pour faire des dégâts et donc on attend de voir ce qu'il est capable de faire en Grand Chelem et lui rêve par-dessus tout d'aller une fois en 2e semaine d'un tournoi du Grand Chelem et au prochain tour, eh bien, il pourra déjà aller chercher un plus gros choc puisqu'il rencontrera Dino Prizmic, l'une des révélations de la saison qui a découpé l'Américain Michael Zeng 6-1, 6-1, 6-3. Ce sera un gros test bien intéressant parce que Prizmic, il fait une excellente saison et il est redoutable, donc ce sera un match intéressant, Fonseca Prizmic. Et alors, côté français, parce que vous savez que chaque fois je vous fais un petit point sur les Français, je me suis dit que c'était pas plus mal d'en parler avec un journaliste français. Et j'ai été chercher dans la rédaction le meilleur journaliste qui était présent. Il s'appelle Victor Langron, il travaille pour le journal L'Équipe. Salut Christelle. Et il va me faire le plaisir de me parler un petit peu du bilan de ce premier tour des Français qui, je pense, n'est pas hyper bon. Je veux pas te provoquer, Victor, mais vas-y, dis-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. C'est un peu la soupe à la grimace pour l'instant, on va pas se le cacher, on n'est pas loin de la Bérésina. Depuis le forfait d'Arthur Fils samedi, meilleure chance française qu'on attendait au moins en 8e contre Zverev, c'est une catastrophe. 12 Français en lice dimanche, 2 sont passés. Quentin Alice et Valentin Royer. Et aujourd'hui, on a 2 duels franco-français, donc on est sûr d'en avoir 2 qui passent. Hugo Humbert a battu Adrien Manarino et il y a un match en cours actuellement entre Gaël Monfils et Hugo Gaston. Et sinon, on a 2 autres Français qui sont passés. C'est donc Arthur Hinderknecht et Lucas Van Haché. Mais sinon, c'est une catastrophe et surtout côté française, puisque pour l'instant, aucune Française ne s'est qualifiée pour le 2e tour de Roland-Garros avant la fin du premier tour demain. Donc franchement, c'est assez terrible, d'autant qu'après, il y a des circonstances atténuantes. Beaucoup ont tiré, les Français ont tiré tête de série 1, tête de série 2, tête de série 3, puisque Yannick Sinner opposé à un Français, une wildcard française, Clément Tabur. Bonzi et Joao Zverev et tête de série 3 Djokovic qui a battu Giovanni Pecci Pericard en Ice Session et en 4-7, donc il n'y a pas des bons tirages, mais au-delà de ça il n'y a pas de perf non plus, donc c'est assez compliqué pour l'instant. C'est déjà arrivé qu'aussi peu de Français aillent au 2e tour, parce qu'au départ vous êtes quand même toujours, j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous journalistes vous faites, parce que déjà nous on a 6 Belges en moyenne, 5-6 Belges, déjà on n'arrive pas à s'en sortir, mais alors vous parfois vous en avez 20 au premier tour. En fait on a eu 30 Français sur la liste de la ligne de départ, 21 hommes et 9 femmes, avec 4 Français, hommes qui sont sortis des qualifications, rien que 4, ce qui est peut-être votre nombre de Belges dans le tableau final. Ouais, on en avait 5 nous. Nous on a 3 mecs et 2 filles, donc voilà, mais à la fin on n'en a pas beaucoup qui sont au 2e tour. On a beaucoup de joueurs forcément avec les wildcards, les invitations qui
qu'il pleuve. Globalement, c'est 6 par tableau, hommes et femmes, qui sont attribués à des Français, sauf quand la fédération en attribue à des étrangers. Mais forcément, ça crée un énorme contingent. Mais on n'a pas tant de tête de série que ça à la fin. Il y avait Fils, mais qui s'est retiré. Humbert, qui a passé le premier tour. Moutet, qui doit jouer demain. Mais qui va sur Sinner au 3e tour, donc c'est corsé. Le tirage n'a vraiment pas été favorable aux Français. Et Arthur Fils, ça c'était un peu la petite tremblement de terre dans la salle de presse quand c'est arrivé, parce que vous attendiez énormément de lui, hein, vous les journalistes français. Forcément, il y avait une excitation qui était assez dingue. Tous les journalistes français, il y avait un espèce de vœu à ne pas le voir tomber dans la partie de Sinner, de tableau de Sinner, et le vœu avait été exaucé par Tony Stanguet qui a procédé le tirage au sort. Il était tombé dans la partie de tableau de Zverev, donc c'était parfait. Il y avait un tableau qui pouvait lui permettre, il était 5e à la race, et la dynamique était bonne. Titre à Barcelone, demi-finale à Madrid, et puis coup d'arrêt à Rome, officiellement pour une blessure à la hanche. Et depuis, il n'a quasiment pas joué. Il a fait 2 entraînements, donc coup de massue total. Tous les espoirs s'évaporent quasiment, puisque c'est le seul joueur à même de battre régulièrement des joueurs du top 10. Donc d'aller loin dans un tournoi du Grand Chelem. Et nous, en France, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas de quart de finaliste en Grand Chelem. On ne va pas oublier Loïs Boisson quand même, qui entre en lice demain contre Anna Kalinskaya, la Russe, 22e mondiale. Difficile premier tour, hein, ça ? Gros morceau, mais apparemment elle se prépare bien, elle monte en puissance. Elle a gagné un match à Strasbourg, le premier match du coup la semaine dernière depuis son retour à la compétition il y a début avril. Donc elle est revenue avec l'entraîneur qui lui a permis d'atteindre les demi-finales de Roland Garros l'an dernier. Donc il y a quelque chose qui peut se passer. Je ne dis pas qu'elle va gagner, mais en tout cas elle sera compétitive demain. Je pense que c'est une certitude. Et voilà, on a encore des petites chances quand même de ne pas faire un 0 pointé chez les filles, avec aussi Diane Paris, Elsa Jacquemot, même si elle n'est pas dans une bonne dynamique. Et puis chez les gars, essayer d'avoir quelques Français au 2e tour, ce serait bien. Oui, et Loïs Boisson, elle avait travaillé quelque temps avec un entraîneur belge, Rick Vleesauers, qui était l'entraîneur de Amanda Anisimova, mais elle a mis fin à cet essai, je pense que c'était, et maintenant elle est partie avec, comment il s'appelle son entraîneur de toujours ? Il s'appelle Florian René. Il a travaillé avec Caroline Garcia surtout il y a quelques années, et aujourd'hui c'est lui qui est avec elle, et il est aussi avec Arthur Cazot, mais qui est absent de longue durée pour une blessure au coude. Mais du coup, Florian René est revenu à Strasbourg justement après la fin de l'arrêt avec Rick Vleesauers. Ça a duré 3 tournois. Ça n'a pas fonctionné. Elle a dit que si elle avait besoin de repères et de gens qui la connaissaient par cœur, tout le reste de sa team, c'était que des personnes qui la connaissaient par cœur, des gens qui étaient dans son staff depuis très longtemps. Et elle a senti qu'elle avait besoin, dans cette période qui est compliquée à gérer mentalement, avec cette demi-finale l'an dernier à digérer et à affronter face au public français aussi, et le poids des attentes. Elle avait besoin de quelqu'un qui la connaisse par cœur, et c'est le cas avec Florian René. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai bon espoir qu'elle puisse quand même espérer passer peut-être un tour ou 2 ou 3. Ouais, l'année passée, je me souviens, ça faisait mal sur le court 14. Elle avait gagné au premier tour, elle avait battu au premier tour Elise Mertens, et puis elle est partie en demi-finale. Et je me souviens d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais demandé, quand elle avait battu Mertens, j'étais la seule à avoir demandé un one-on-one avec Loïs Boisson, et ça m'avait été accordé, donc j'avais pu poser 2-3 questions. Mes collègues se disaient, mais qu'est-ce que tu vas demander un one-on-one avec Loïs Boisson ? Je dis, ouais, elle a battu Elise et elle parle français. Et pour finir, elle était demi-finaliste, donc j'étais quand même assez fière. Par contre, pour le coup, si demain elle perd, ça fait mal. Je crois qu'elle retombe au-delà de la 100e place mondiale, non ? Ouais, elle sort du top 100. Elle a encore un petit capital de points, puisqu'elle avait gagné le tournoi de Hambourg, un 250. Du coup, c'était en juillet. Donc ça la laisse encore avec un classement qui reste convenable, et pas parce que c'est quasiment les seuls points qu'elle a, quoi. Donc elle a pas joué entre temps parce qu'elle est constamment blessée. Elle a quasiment pas joué depuis Roland Garros, honnêtement. Et donc ça peut être une catastrophe, mais le niveau de jeu quand elle est à 100%, et ça sera le plus gros enjeu. C'était déjà le plus gros enjeu à la sortie de Roland Garros. Quand elle est à 100%, elle peut battre beaucoup de joueuses, donc je pense que c'est pas un problème. Elle est prête à revenir un peu, je pense aussi sur des tournois un peu. Elle a un classement protégé qui va lui permettre de pouvoir disputer Wimbledon et des gros tournois, et je pense que ça va, même si elle devait s'arrêter,
dès le premier tour, ce ne serait pas un problème, même si évidemment tu tombes de haut, évidemment. Rocky est un monde que tu as intégré l'an dernier, donc c'est un peu particulier, mais je pense que le niveau de jeu, elle a quand même des qualités qui sont exceptionnelles, qualité physique, un coup droit que peu de joueuses ont sur le circuit, une présence physique, des variations qui doivent normalement lui permettre d'être au moins régulièrement dans les 30 premières mondiales. Oui, Claire, je l'ai vu jouer l'année passée 2-3 fois. C'est son lift, moi, qui m'impressionne. Elle s'est kické la balle au service. Elle envoie à 4 mètres de hauteur quand elle rebondit. C'est impressionnant. Et c'est vrai que là, on va voir ce qu'elle va être capable de faire. On verra. On vous le souhaite, en tout cas. Mais merci beaucoup, Victor. Je vais te nommer mon consultant français spécial pour Roland-Garros. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit temps. Je vais te laisser aller parce que je sais qu'on a tous beaucoup de boulot. Merci infiniment. Et puis, quand tu veux, dans Je sais tes podcasts. Merci Christelle, à bientôt. Et sachez que je vous mets systématiquement dans ce podcast des morceaux d'interviews des joueurs belges, mais sachez que les interviews sont disponibles dans leur intégralité pour les abonnés premium de Je sais tes podcasts via la plateforme Supporting Cast. Donc pour tous mes membres premium, vous pouvez aller retrouver les interviews de cette manière-là dans le flux premium de votre application de streaming. Et pour les autres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous rappelle que tout le mois de mai, si vous vous abonnez annuellement, c'est-à-dire 50 € par an, je vous envoie un cordage Luxilon d'une valeur de 20 €. Donc l'abonnement vous revient finalement à encore moins qu'une bière spéciale par mois, ce qui est devenu un petit peu notre adage. Mais surtout, vous soutenez un projet qui ne cherche qu'à se poursuivre et vous soutenez mon travail par la même occasion. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent déjà. Au programme demain, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le match de Anne van de Winkel. Elle montera sur le court en 3e rotation contre Madison Keys. Un énorme challenge, mais pourquoi pas rêver, puisqu'elle a déjà battu Ivajovic sur terre battue. Alors pourquoi pas renverser Madison Keys à Roland-Garros, sachant que c'est un petit peu la maison et qu'il y aura beaucoup de supporters belges présents, et ce sera sur le court Simone Mathieu. Donc ça promet un très beau moment en perspective. Voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve demain. Ciao, ciao.